Bonjour, je suis content d'être ici en représentant l'Institut Paulo Freire et en attendant une gentille invitation à participer de ces colloques et justement proposer quelques notes de la vie de Paulo Freire, de la pédagogie développée pour Paulo Freire et aussi des travaux développés par l'Institut Paulo Freire. À partir de ce contexte, je vais apporter quelques idées que nous avons élaborées à partir d'expériences réalisées par différentes universités qui ont été inspirées aux pensées, à la théorie, à la proposition de Paulo Freire. Et à partir de l'analyse de ces expériences, nous porterons ici tout en résumé, une idée plus résumée, des caractéristiques de ces activités de l'université dans l'éducation populaire. J'ai cherché de représenter ces propositions à travers un mot que j'ai inventé, qui est la conversité. Bon, Paulo Freire est né à Recife en 1921. Il est décédé à São Paulo en 1997. Initialement, il est diplômé en droit, mais il a laissé la carrière juridique pour se consacrer à l'enseignement entre 1941 et 1947. En 1959, il a obtenu le titre de docteur en philosophie et histoire de l'éducation. En 1961, il a commencé à travailler en tant que professeur à l'Université du Recife. Il a assumé les premières activités de directeur du département d'extension culturelle jusqu'en 1964. C'est dans ce travail qu'il a développé les premières expériences d'alphabétisation d'adultes dans une perspective populaire. Paulo Freire est devenu connu au Brésil grâce à son expérience d'alphabétisation d'adultes développée à Angicos, au nord du Brésil, et le gouvernement de João Goulart, en 1963, l'a invité à coordonner la Commission nationale de culture populaire. Le coup militaire de 1964 lui apporte un exil forcé de 15 ans. Paulo Freire a immigré en Bolivie et tout ensuite au Chili. Dans ce pays, il a travaillé pendant 5 ans comme consultant dans les domaines du mouvement de la réforme agraire. En 1969, il a passé 6 mois à l'université de Harvard. Dans la même année, Paulo Freire est parti à Genève, où il est resté jusqu'à 1979 comme consultant du Conseil mondial des Églises. Durant cette période, Paulo Freire a fait plusieurs activités comme consultant au gouvernement des pays africains, lesquels venaient d'avoir leur indépendance. Il est intervenu en plusieurs programmes d'éducation d'adultes. À partir de 1979, avec l'ouverture démocratique brésilienne, Paulo Freire a retourné au Brésil, où il vécut ses 18 dernières années. Il a travaillé en tant que professeur à l'université de Campinas
et à l'Université catholique de São Paulo. Pendant cette période, il a exercé une activité de secrétaire de l'éducation de la municipalité de São Paulo. Ici, le début de cette action. L'influence de la pensée pédagogique de Paulo Freire atteint son sommet dans la décennie de 1970, après la visite à l'université de Harvard et la publication de l'édition en langue anglaise de la pédagogie de l'opprimé. Le livre de la pédagogie de l'opprimé, c'est le livre le plus connu de Paulo Freire. Le manuscrit est de 1968, édité en 1970, il fut traduit en 17 langues. Mais cette œuvre est arrivée au Brésil seulement en 1974. Bon, la pensée de Paulo Freire a eu un effet dans les milieux politiques et éducationnels grâce à la critique et à la neutralité de l'éducation et de l'école. Paulo Freire argumentait que n'importe quel programme éducationnel qui ignore le racisme, le sexisme, l'exploitation des travailleurs constitue un instrument de maintien du status quo et d'assujettissement et d'aliénation des opprimés. L'éducation libératrice proposée par Freire permet de problématiser l'actuelle structure sociale profondément inégale et aide les éducateurs à réfléchir sur leur expérience historique. Cela dans le but d'être mobilisés pour collectivement réaliser des transformations sociales dans la perspective démocratique. La méthode d'alphabétisation créée par Paulo Freire se base dans un ensemble de stratégies pédagogiques dialogiques qui favorisent le développement de la conscience critique. L'interprétation et la compréhension profonde des problèmes sociaux grâce au dialogue collectif articulé avec la praxis sociale et politique. Les cercles de culture sont les activités éducationnelles en groupe dans lesquelles les éducateurs et apprentis développent des dialogues sur les problématiques de leurs conditions de vie, de ce contexte, et planifient des stratégies d'organisation collective pour résoudre les défis vécus. Cela à partir des représentations qui codifient les défis surmontés dans leur contexte social. Les thèmes générateurs sont les codifications d'expériences complexes avec un sens politique qui peuvent engendrer la discussion et de la réflexion critique. Ils surgissent à partir des histoires de vie des participants du processus éducationnel dialogique. Dans un programme d'alphabétisation, par exemple, les thèmes générateurs donnent origine à des mots générateurs, c'est-à-dire à des mots dont les syllabes peuvent être séparées et servir pour générer d'autres mots qui font du sens aux éducateurs. La pédagogie de Paulo Freire, qui marque que dès qu'on apprend à lire et à écrire les mots, les personnes apprennent aussi à lire et réécrire leur monde, c'est-à-dire à développer la compréhension critique de leur contexte et en même temps qu'ils développent des stratégies de coopération en déconstruisant les dispositifs d'oppression. Lorsqu'ils comprennent
que les personnes s'éduquent en relation médiatisée par le monde, Paulo Freire formule une perspective épistémologique qui est dialogique et dialectique, c'est-à-dire qui permet de promouvoir l'interaction, de réciprocité entre différents sujets dans la compréhension et dans la transformation des contextes socioculturels et environnementaux qui les constituent. L'Institut Paulo Freire surgit en 1992 et pendant toute sa construction, Paulo Freire a accompagné toutes les activités de fondation et de développement du principe de l'Institut. Maintenant, l'Institut Paulo Freire se constitue d'un réseau international composé de membres distribués en 90 pays par tous les continents. Il agit avec la formation présentielle et à distance, les conseils spécialisés, la consultation de recherche, les publications. Il maintient la mémoire et réinvention du légat freirien et aussi travaille avec la promotion de nouvelles formes de gestion éducationnelle et d'usage des technologies d'information. Paulo Freire participe d'un réseau de mouvements sociaux, nationaux et internationaux, qui luttent pour la construction d'un autre monde possible. Ces actions sont orientées par les dimensions socio-environnementales et socio-culturelles, s'en servant de la méthodologie essentiellement dialogique, inclusive, respectueuse de la diversité, fondée dans la motivation de l'auto-organisation. L'Institut s'organise en différents champs d'action. Dans les premiers champs d'action, c'est l'éducation des adultes et promeut justement aussi les projets d'alphabétisation des adultes. Et dans ce sens-là, a produit beaucoup de projets et de matériaux didactiques. Dans les champs de l'éducation à la citoyenneté, l'Institut Paulo Freire travaille sur la gestion démocratique de l'école, la planification participative et dialogique, l'éducation environnementale et intertransculturelle. L'Institut Paulo Freire réalise aussi des événements et travaille surtout dans l'éducation enfantine et fondamentale et développe aussi un système d'évaluation qui est des institutions du point de vue socioculturel et des droits de l'homme. Dans le champ de l'éducation populaire, l'Institut développe des études et formations en collaboration avec les organisations populaires et les mouvements sociaux pour promouvoir la conscience critique et surpasser la réalité oppressive. Et dans cette direction, l'Institut offre des conseils spécialisés et des cours et des productions de matériel didactique. Bon, cette perspective d'éducation populaire, développée par l'Institut et par Paulo Freire d'abord, et ses partenaires, a émergé, a surgi au Brésil à partir des actions éducatives fortement liées aux différents mouvements sociaux, concrètement à partir des années 1950. Et nous pouvons voir la grande diversité des mouvements populaires et qui travaillent avec l'éducation populaire, comme par exemple le mouvement des cultures populaires, les centres populaires de culture, les mouvements de l'éducation de base, les mouvements
culture populaire et aussi des campagnes comme la campagne éducative des nous-pieds, on apprend à lire aussi, qui a été développée dans les années 60. Aussi, les mouvements de base, surtout à partir de 1970, sont émergés surtout dans des associations d'habitants, dans les communautés ecclésiastiques de base, qui sont articulées avec des mouvements des ouvriers, des syndicats, les mouvements liés au quartier, à la consommation, à la question agraire. Et un troisième type, genre de mouvements, de nouveaux mouvements sociaux sont surgis d'une forme transversale aux luttes politico-économiques et s'y sont articulés autour de la reconnaissance de leur activité à caractère ethnique, tels que les mouvements des autochtones afro-brésiliennes ou les mouvements liés à la question des genres, comme les mouvements des femmes, des homosexuels, ou liés à les questions de génération, comme les mouvements des jeunes, des enfants de la rue, les mouvements de la troisième âge ou de l'âge d'or, des différences aussi physiques et mentales, comme les mouvements de l'inclusion sociale des personnes handicapées. L'émergence de ces mouvements sociaux constitue ce qu'un auteur connu, Stephen Stewart, dénomine la rébellion des différences. Ce sont des groupes et des individus qui prennent doucement leur place en admettant leur singularité, car parmi le langage qu'ils développent, ils se manifestent parmi leurs stratégies identitaires. La rébellion des différences socioculturelles défie aussi l'université et lui confère un saut de sens. Dans la pratique éducationnelle, la relation unidirectionnelle d'enseignement tend à assumer la réciprocité entre les différents sujets de la pratique éducationnelle. La recherche devient praxis et l'extension universitaire s'y configure comme une activité d'insertion, d'intervention sociale. L'étude que nous avons réalisée, sur 3 expériences d'universités brésiliennes, à São Paulo, à Piracicaba et à Ijuí, et nous avons compris que pour promouvoir la formation de la conscience critique entre les étudiants, l'université a besoin de s'articuler organiquement avec les mouvements sociaux. Les projets d'extension universitaire inspirés dans la perspective frérienne d'éducation populaire indiquent que les divers agents socioculturels en interaction, comme les mouvements sociaux, les institutions des conseils spécialisés et les mêmes universités, se constituent en tant que sujet de connaissances. Les mouvements sociaux ne sont pas seulement clients, consommateurs de connaissances produites par l'université, ils sont sujets producteurs de connaissances. Et cette production s'est faite à travers de la discussion, de la coopération autour des problèmes, des défis, des enjeux qu'ils ont dans sa pratique. Cela génère un impact social, surtout dans la formation de leadership et des groupes de conseils, dans le sens de rendre plus forte la cohésion et la démocratisation interne de ces mouvements, et ainsi que l'articulation entre elles. Là, les expériences d'extension universitaire et d'éducation populaire réalisées au Brésil, surtout en 1980 et 90, sont des expériences des frontières, c'est-à-dire des espaces de génération de nouveau, dont l'analyse peut nous offrir des indications intéressantes pour débattre autour de l'articulation entre institutions et les mouvements sociaux. Ces actions conjointes
des universités et mouvements sociaux organisés permettent de reconnaître les agents sociaux comme des sujets de production de savoir, ainsi que de souligner la dimension dialectique, interculturelle et politique de la praxis académique scientifique. Et les différents groupes sociaux demandent la reconnaissance de leurs responsabilités en tant que sujet de culture et requiert le développement des processus et des dispositifs de médiation entre les différents sujets socioculturels. Ainsi, au fur et à mesure que l'institution d'enseignement et de recherche supérieure est défiée par la pluralité des sujets, des cultures, des sciences et leurs dimensions épistémologiques, on présente maintenant le défi de développer des épistémologies et des pratiques de conversité, c'est-à-dire des conversations entre ces sujets. Par ces néologismes, je cherche de mettre une lumière dans la relation entre les mouvements sociaux, un projet institutionnel d'études avancées qui renforce les effets du dialogue, de la convivence, de la coexistence, cela dans une perspective complexe entre sujets socioculturels. Donc, la conversité ne s'agit pas de discussions sans engagement ni responsabilité. Plus précisément, il ne s'agit pas de se construire une narrative qui se consolide des options et visions du monde constituées dans une seule direction, l'idée d'une université. Il ne s'agit pas non plus de discussions dispersées et sans direction, à savoir, il ne s'agit pas de simplement reconnaître la diversité des options, des visions du monde qui constituent la réalité socioculturelle de nos jours, c'est-à-dire de reconnaître une pluriversité des mouvements. La conversité, c'est-à-dire les savoirs conversitaires, se construire grâce à des dialogues et processus de coopération entre les sujets qui assument les défis fondamentaux de leur contexte et s'engagent avec action et stratégie de construction démocratique des solutions radicales et solidaires. Il s'agit donc de construire et potentialiser les dialogues et la cohabitation grâce à plusieurs dispositifs complexes, de susciter et de soutenir la relation d'apprentissage mutuel entre les différents sujets et entre leurs respectives cultures. C'est ça que nous considérons comme l'idée de la conversité, de la dialogicité effectuée entre différents mouvements sociaux, entre différents sujets entre les mêmes universitaires. Donc, comme conclusion, je pense qu'on pourrait mettre en lumière 5 thèmes générateurs d'une idée de production de savoir et de pratiques conversitaires. La première sont les mouvements sociaux. Comprendre les mouvements sociaux comme des sujets autonomes de production de savoir, du sens de la vie, et chercher les organisations sociales locaux disponibles à coopérer démocratiquement à la reconstruction du pays et des relations démocratiques, solidaires, critiques et créatives. Le dialogue implique construire avec eux, avec ces mouvements, des contextes et des dispositifs de dialogue et d'articulation socioculturelle. Les dialogues critiques se construisent sur la compréhension, à partir de la compréhension critique des enjeux, c'est-à-dire développer une compréhension profonde des enjeux fondamentaux du contexte socioculturel
et des différents significats pour les multiples sujets sociaux. Il n'y a seulement une interprétation possible des enjeux. Il y a plusieurs interprétations issues par chaque sujet social. La participation, c'est-à-dire à construire des stratégies politiques et éducationnelles participatives d'action sociale. Et finalement, l'idée de la conversité, c'est-à-dire instituer des dynamiques et des dispositifs politiques, des soutiens, des pratiques de dialogue et des actions, réflexions, actions créatives. C'est ça. Merci pour votre attention. Et merci pour vos commentaires aussi. C'est une réflexion profonde, je pense. Une fois que nous discutions avec Paulo Freire, un groupe de 40 personnes des mouvements sociaux, et la session a commencé avec un grand silence. Et à partir de ça, nous avons commencé à discuter les différentes significations du silence. La signification, c'est une réflexion profonde. Mais il y a aussi plusieurs autres significations qu'on a discutées et à chercher d'élaborer. Bon. Donc, le silence n'est pas un problème. Je risque de briser le silence de ce côté ici. À faire le féconde. Bon, est-ce qu'il y a une expérience d'introduire la pédagogie, le système de gestion éducationnelle de l'Institut Freiri et de sa philosophie dans une situation post-révolutionnaire comme on va voir un jour en Syrie? Parce que là, dans une situation de révolution, tout est bouleversé, et y compris le système d'éducation existant. Et ça va arriver en Syrie qu'il faut repenser, à mon avis, je n'ai pas une connaissance directe de la situation éducationnelle en Syrie. Je suis instruit ici, mais je suis éducateur ici à Montréal. Mais il me semble que, bon, voilà, il y aura une nécessité de repenser complètement les structures, la façon de gérer, le curriculum, etc., etc. Donc, est-ce qu'il y a une expérience d'introduire ces principes de pédagogie dans une situation comme celle-là? Je crois que la situation de la Syrie est vraiment très grave et très complexe. Il ne faut pas considérer une situation d'intervention à partir de l'extérieur ou des visions d'interprétation globale. Mais les expériences d'éducation populaire et justement des mouvements populaires sont émergés fréquemment dans des situations d'extrême conflit social. L'expérience latino-américaine, par exemple, les différents mouvements populaires sont constitués dans des régimes de dictature, d'oppression très dures, comme celle du Brésil, et de l'Argentine, et du Chili, et d'autres pays qui ont vécu des situations de profonde domination et profonde destruction des conditions des droits humains. Donc, c'est dans ces contextes de conflits extrêmes qui peut émerger peut-être la vitalité des différents sujets, des différentes personnes et groupes qui s'organisent pour reconstruire des relations solidaires, des coopérations à partir d'une vision critique de la situation.
Donc, ce que Paulo Freire a proposé n'est plus que la systématisation, d'une certaine façon, de la construction de cette compréhension, de cette stratégie d'articulation développée par les mouvements sociaux qui sont constitués, traversés des situations d'oppression et de domination. Donc, ils sont de différentes situations, comme c'est la dictature brésilienne ou latino-américaine, mais situations comme l'Afrique, des pays qui ont souffert longtemps et souffrent toutefois les processus de colonisation et développent ces formes d'organisation. Donc, l'idée est de créer conditions de dialogue entre les personnes et entre les groupes, mais un dialogue qui est capable à partir de la compréhension que les personnes et les groupes ont déjà sur sa situation, de problématiser cette compréhension et amplifier la compréhension des causes de la situation. Et cette compréhension donne aux personnes ou ces mouvements, ces organisations, la possibilité de définir une stratégie d'organisation, d'articulation, d'action coordonnée. Donc, c'est enfin une idée très simple qui, je crois que Paulo Freire s'est constitué comme un symbole, un représentant de ces idées qui sont en fait construites par des mouvements sociaux. Ils sont systématisés, élaborés par les différentes institutions d'appui aux mouvements sociaux et même par des universitaires qui développent ces recherches après ces mouvements. Donc, il n'est pas une recette qui part de la théorie, mais une théorisation. Paulo Freire, en fait, a participé de ces mouvements de théorisation sur les questions de la pratique sociale. Il y a la théorisation qui aide une intervention plus efficace. Donc, on pourrait voir milliers de différentes expériences in différents contextes, comme les plus dures, comme la situation de guerre, ou la situation plus sont radicales, situations radicales, mais aussi problématiques, comme les situations de domination, d'exploitation, de colonisation, qui durent pendant des siècles et qui rendent un peuple soumis et pauvre. Donc, il y a plusieurs situations d'oppression et de domination. Et c'est dans cette situation que les personnes, les groupes, les mouvements peuvent construire de nouvelles stratégies qui transforment les dispositifs de domination. C'est ça. Donc, on pourrait chercher plusieurs expériences. Ce que j'ai théorisé ici sur la conversité, j'ai théorisé sur 3 expériences d'université qui ont développé des projets spécifiques avec les mouvements sociaux. Mais il y a une infinité ou plusieurs autres expériences qui ont des sens et donc des caractéristiques différentes, mais con cette perspective dialogique et transformatrice. Là-dessus, je voudrais ajouter un petit point. D'abord, je suis totalement d'accord avec Reynaldo. Je pense que effectivement, la situation post-catastrophe, post-conflit, post-guerre civile, etc., c'est le terreau favorable pour réinventer de nouvelles structures. C'est à ce moment-là qu'on se dit, bon, ben, nos précédentes élites ont échoué, donc réinventons de nouveaux cadres, de nouvelles structures. Et
et un exemple qui me vient en tête là juste maintenant, mais je me souviens avoir travaillé avec des formateurs qui intervenaient au Rwanda avant, pendant et après le génocide. Pendant, c'était très dur parce qu'ils formaient des éducateurs de rue et à chaque session, à chaque rassemblement, ils en avaient un petit peu moins. Après le génocide, ces formateurs, ces étudiants leur ont dit en fait non, en fait on va pas utiliser vos méthodes parce qu'elles ont échoué. Ce sont les méthodes des colons français, belges, qu'on a reproduit bêtement à l'indépendance. On va inventer nos propres outils, nos propres méthodes. Et voilà, juste pour dire qu'effectivement, c'est suite à une situation particulièrement tendue, un trauma énorme, qu'on a le terreau idéal pour réinventer. Et dans ce point de vue, les universités, les travaux académiques ont un défi très important, c'est d'élaborer les catégories pour comprendre ce que les mouvements sociaux veulent dire, que les différents sujets ont fait dire. Et surmonter, par exemple, les catégories dominantes qui voient toujours l'autre à partir de la catégorie de la faute, de la manque. Il manque ça, il manque ça, il manque ça. Donc, on prend le soir une situation idéale propre comme modèle et veut dans l'autre seulement il qui manque pour être comme nous. Alors, on peut, et Paulo Freire, je crois que la génialité, on peut dire, la contribution originale de Paulo Freire est de chercher de voir pas seulement les positives, ou voir l'autre à partir d'une façon, d'une catégorie qui permette de l'autre s'exprimer et donner les significations à ses actions à partir de ses intentions, de ses contextes, de ses expériences, de ses valeurs. Donc, à nous, universitaires, c'est le défi stratégique qui est fondamental d'aider à développer et à reconnaître ces nouvelles paradigmes, ces nouvelles catégories pour comprendre effectivement ce que les mouvements populaires, les différents sujets sociaux veulent dire, proposent effectivement, et interagir avec eux dans une relation de dialogue et de réciprocité effective.